Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Audience First by Lichter. Aujourd'hui, nous accueillons Nicolas, consultant chez Brandwatch. Depuis des années, Lichter est partenaire de Brandwatch et dans cet épisode, nous parlerons de l'évolution du social listening sur les 10 dernières années, de l'impact de l'IA dans le secteur et des prédictions de Nicolas pour l'avenir de notre industrie. Si l'épisode vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bonne écoute. Hello Nicolas. Salut. Ça me fait super plaisir de t'avoir sur le plateau aujourd'hui. Moi aussi. Moi, la première question que je voulais te poser, c'est si tu devais définir le social listening à quelqu'un qui en a jamais fait, comment est-ce que tu le fais? Ouais, alors tu fais bien de poser la question parce que social listening, c'est un mot anglais, donc je sais qu'il y a plein de gens qui se posent des questions sur ce que ça veut dire concrètement. Si je devais le définir, déjà en français, je dirais que c'est faire de la veille, faire de l'écoute, majoritairement sur les réseaux sociaux, mais en fait, sur toutes les plateformes sur le web. Donc, tu as aussi les blogs, les forums, bien sûr, les réseaux sociaux, comme on le disait. Puis, tu as de plus en plus de plateformes qui commencent à arriver, des forums vraiment de style Reddit, qui sont aussi des réseaux sociaux et qu'il ne faut pas négliger. Donc, voilà, tu as tout ce... Enfin, tu m'as dit de faire une définition très courte et je te fais un truc super long. Donc... Non, mais tu mettrais, par exemple, la veille des LLM dedans? Ou c'est en train de rentrer dedans, ouais. C'est la veille des LLM, c'est un des nouveaux canaux finalement qu'on va retrouver dans le social listening qui n'existait pas il y a quelques années. Et c'est vraiment, je pense, une des nouvelles portes qui est en train de s'ouvrir dans le monde de la veille, le monde de l'e-réputation. Parce qu'en fait, c'est ça le social listening, c'est faire de la veille pour gérer son e-réputation. Et tous les canaux de communication sont hyper importants. Tu as les canaux classiques réseaux sociaux dont j'ai parlé, les canaux blog, forum et les canaux LLM qui sont maintenant vraiment on le voit de plus en plus, des canaux sur lesquels les gens s'expriment. Et c'est ça qu'on cherche en fait dans le social listening, c'est l'expression orale, écrite, toute forme d'expression que peuvent avoir des consommateurs, des acteurs de la société. Toi, tu dirais que récemment, la plupart des gens qui viennent te voir viennent sur ce sujet IA, LLM? Ouais, il y en a pas mal. C'est la clé d'entrée. La clé d'entrée, en fait, ça va beaucoup être l'IA, effectivement. Le réseau social aussi, parce qu'en fait, tu as le format vidéo qui est devenu quasiment le format majoritaire dans la communication et sur l'impact que tu peux avoir. Tu calcules beaucoup sur la vidéo. Enfin, c'est beaucoup la vidéo qui va faire le succès d'une campagne. Donc, tu as tous les réseaux sociaux qui poussent le format vidéo, le format... que TikTok avait un petit peu intronisé. Je ne sais pas quel était le premier entre les réels ou les TikTok, mais le fait de scroller ces vidéos comme ça, c'est devenu le principal. J'aurais dit TikTok, mais je pense Musical.ly, mais il me semble que c'est TikTok qui a intronisé ce truc-là. Donc vraiment, tu as ça en premier, c'est le format, la vidéo. Donc on nous demande, est-ce que vous avez les réseaux sociaux qui vont pouvoir me permettre de capter ce qui est dit dans les vidéos? Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième, c'est est-ce qu'il y a de l'IA? Est-ce que vous intégrez de l'IA? Et est-ce que vous allez aussi écouter ce que dit l'IA? Parce que l'IA dit beaucoup de choses sur nous. On a énormément de retombées maintenant sur Twitter et l'auteur numéro 1 sur Twitter, c'est Grok. Oui, à ce point-là. Ouais, c'est devenu partout, à chaque fois que je lance un nouveau sujet de veille, le meilleur auteur, c'est Grok. Parce qu'en fait, les gens... demande à Grok tout et n'importe quoi en commentaire de Twitter. Et c'est devenu un réflexe. Moi, je le vois sous n'importe quel tweet. Grok, explique-moi le contexte. Grok, alors il y a eu toute la trend, d'ailleurs, que je trouve un peu malsaine de retirer des vêtements, de faire retirer des vêtements par Grok. Enfin, c'est complètement... Bon, voilà. Mais Grok est le plus mentionné et le meilleur auteur parce qu'il répond à quasiment toutes les personnes qui le mentionnent. On va revenir sur cet aspect-là. Moi, on a discuté en off. En fait, on a commencé le social listening la même année. Ouais. 2019. Ça remonte. Ouais. Et il y a tout un... On n'est pas la première génération de gens qui en ont fait leur métier. Il y a eu des pionniers avant nous, bien sûr. On salue. Il y en a certains qui sont passés sur ce plateau. Moi, la question que je voulais te poser, c'est quoi les grosses phases que tu as vues entre... ton arrivée dans ce monde-là et aujourd'hui. Alors, pour revenir aussi sur comment je suis arrivé, c'est intéressant. Je suis un peu arrivé par accident, mais un bel accident. Mais je suis un peu arrivé par accident parce qu'en fait, j'étais étudiant en école de commerce et on n'apprend pas forcément qu'il y a des outils comme ça qui existent. Et d'ailleurs, chez Brandwatch, on essaye de mettre en avant ces outils auprès des étudiants, auprès des professeurs, parce qu'on pense que c'est vraiment un outil qui peut
être mis entre les mains d'étudiants pour travailler sur des cas concrets. Donc, ça, j'aurais bien aimé, par exemple, avoir un outil comme ça, commencer à travailler sur des outils comme ça quand j'étais étudiant. D'ailleurs, je sais pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas de cours de social listening? Moi, Exactement. En vrai, franchement, j'ai pas encore la réponse. C'est quoi, c'est un sujet d'adoption? Je t'ai coupé, mais c'est... Ouais, non, mais t'as raison. Pourquoi on n'en a pas? Je pense que pour l'instant, en tout cas dans les modules qu'on a en école, c'est très catégorisé par grosses thématiques, quoi. Marketing, droit, commerce international. Enfin, ça dépend après les spécifications qu'on choisit. Mais on n'a peut-être pas forcément le temps de voir tout ce qui existe. Et je pense que le social listening, tu m'as demandé de t'en donner la définition, c'est bien parce qu'il y a cette espèce d'obscurité derrière. On ne connaît pas forcément, on ne sait pas qui le fait, et c'est encore peut-être trop un sujet d'expert ou un sujet un peu niche. Donc j'en avais pas entendu parler quand j'étais en études. Et pourtant j'ai fait un master en web marketing et avec une option digital et big data. Donc j'étais déjà dans cette idée de me dire, les big data, en tout cas les gros larges volumes de données, l'internet des choses et tout ce que ça produit comme données, ça sera important pour la suite du monde de ma carrière professionnelle. Et je suis arrivé chez Webhelp, où j'ai fait un travail de consultant, où on vendait des études. Donc j'ai découvert comme ça les outils de social listening, où au départ le social listening c'était beaucoup tourné sur l'analyse du sentiment. Ça, c'était un peu la révolution de l'époque. C'était toutes les mentions, toute la voix du client, les verbatims vont être catégorisés avec du sentiment. On va pouvoir faire des analyses réputationnelles basées sur le sentiment et basées aussi sur les volumes de mentions. Ça, c'était vraiment ce qui était omniprésent au départ quand j'ai commencé le social listening. La promesse, c'était vous allez repérer les pics de mentions et vous allez repérer le sentiment pour savoir comment les gens parlent de vos sujets. Je pense que c'est d'ailleurs la manière dont les gens rentrent là-dedans, en général. Exactement. C'est est-ce qu'on parle de moi et si oui, comment, quoi. Ouais. Et c'est un peu toujours, c'est un peu toujours le cas. En vrai, c'est un changement fondamental. Je pense que ça reste la clé d'entrée partout. Ça reste la clé d'entrée. Franchement, ça reste la clé d'entrée. Sauf que maintenant, les outils se sont développés pour donner encore plus d'armes, pour aller plus dans la granularité. Donc tout ce qui va être segmentation, automatiser la segmentation, déceler ou détecter des signaux. Et ça, dans Brandwatch, on l'a effectivement. On a toute une IA qui va venir faire de la détection de signaux. Et puis, tu as tout ce qui est venu apporter de la personnalisation aussi dans les outils, parce qu'en fait, le but de mettre un outil comme ça entre les mains de quelqu'un, c'est qu'il puisse le transformer en son rapport, se le personnaliser, puis le partager en interne. Et donc voilà, il y a plein de choses qui sont arrivées. Évidemment, beaucoup d'IA. Donc là, si je devais faire un bond directement en 2025-2026, ce qu'il y a en plus, c'est beaucoup d'IA qu'on va injecter pour simplifier le travail des marketeurs, des pros de la communication qui vont avoir un outil de social listening entre les mains. Ouais, en fait, ce que tu dis, dis-moi si c'est ce que j'ai bien compris le sujet, c'est qu'en gros, il y a eu une première phase que tu as pu observer qui était vraiment presque sur l'angle réputation only / punitif. Est-ce qu'on parle de moi? Est-ce qu'il y a une crise, etc. Ouais. Et que maintenant, finalement, c'est plus un outil de stratégique, d'aide à la décision. Alors, le premier volet existe toujours, mais c'est presque plus ces seconds cas d'usage qui fonctionnent, quoi. Ouais, exactement. En fait, maintenant, il y a certains chefs d'entreprise qui disent maintenant, en fait, c'est plus, je vais plus calculer combien de décisions j'ai pris avec mon outil de social listening pour calculer mon ROI, mais plutôt combien de décisions je n'ai pas prises en utilisant le social listening. Maintenant, c'est devenu un vrai réflexe que les utilisateurs ont pris, parce que c'est plus que du sentiment et de la réputation. Ça te donne aussi des clés pour mieux comprendre tes audiences, agir avec plus de pertinence. Et c'est comme ça que tu vas avoir ton ROI. Donc c'est les questions que les professionnels vont se poser, qui ont changé et qui sont, je pense, de plus en plus affinées par rapport au sujet des outils de social listening. Et c'est hyper intéressant. Il y a une question qui me vient tout de suite sur ce sujet-là, c'est on a très rapidement parlé des réseaux sociaux, mais pas que, au début, quand tu présentais ce que c'est que le social listening. Sur l'aspect de l'analyse des recherches Google, vous avez fait une grosse annonce récemment avec l'acquisition de votre agence. En fait, ça correspond à quelle logique? Pourquoi est-ce qu'on rachète une boîte comme ça au lieu de faire des partenariats avec plusieurs boîtes qui font la même chose? Pourquoi est-ce que c'est stratégique à ce point-là des Brandwatch?
En fait, c'est stratégique parce que, on le disait un peu en introduction, tous les canaux de communication sont importants. La voix du client, elle est à peu près partout. Mais ce qu'on a analysé, enfin ce qu'ont analysé, on va dire, le management de chez Cision, les décideurs, puisque Brandwatch appartient au groupe Cision, nous-mêmes, on a été rachetés dans cette stratégie-là pour expandre le territoire de Cision et les offres de services de Cision. Ben là, c'est un peu la même stratégie. On va chercher un nouveau canal de voix du client. Ça, c'est important de le comprendre. C'est que tu parles des search. Aujourd'hui, les search, ça représente énormément de volume. Et on a même des stats là-dessus. Alors, pas nécessairement sur le search, même si on a tous utilisé Google, donc on sait que c'est énormément utilisé. Mais on a des statistiques maintenant sur les LLM. Donc, il y a IBM qui a sorti une étude, là, ça date de tout début janvier, qui donne des statistiques là-dessus. Tu as 40% des consommateurs français qui commencent leur recherche, leur parcours d'achat sur les LLM. Et la répartition de... C'est fou, ouais. C'est énorme. C'est fou. C'est énorme. Quand tu sais ça, tu comprends pourquoi ça devient un canal hyper essentiel en fait, à écouter. Et la répartition de ces 40% de Français, c'est un tiers qui recherche une spécificité produit, un tiers qui recherche des avis, et un quart qui cherche des prix. Donc le pricing, quoi, combien ça coûte. Et donc, savoir ça te donne déjà un avantage. Et c'est pour ça qu'il faut l'intégrer dans sa veille. Parce que tu as la donnée chaude que tu vas voir sur les réseaux sociaux, un tweet qui va popper, une revue sur un produit, un retour sur une campagne. Sur le LLM, tu sais par où commence le parcours d'achat, tu sais ce qu'ils recherchent, tu sais déjà ce qu'ils recherchent avant même qu'ils en parlent dans le futur. Et donc ça va pouvoir orienter tes communications. Et on revient à ce que je disais, c'est aujourd'hui, si je suis directeur marketing, je vais me poser la question, mince, mais j'ai fait combien de campagnes sans rechercher d'abord ce que les gens soit tapaient dans leur barre de recherche, soit tapaient dans le LLM, ou en tout cas ce que les LLM leur répondaient. C'est pour ça que je pense que oui, l'acquisition de Trajan, c'est hyper stratégique, parce que 2026, c'est l'année de l'industrialisation un peu de l'IA. On a fait plein de tests, là, ça fait, je sais pas depuis quand on utilise l'IA, à peu près, peut-être 2024. On a tous commencé à utiliser ChatGPT pour un usage pro, perso. 2025, on a déjà senti un basculement. Ça commence à vraiment s'implémenter dans plein d'outils du quotidien, plein d'outils professionnels qu'on va utiliser. On fait de plus en plus confiance à ce que nous dit l'IA aussi, parce que c'est exponentiel, hein, l'IA, elle réfléchit de plus en plus vite, on a de plus en plus de puissance de calcul, et là on en arrive à 2026 où ça va être vraiment l'industrialisation de l'IA, c'est-à-dire que tout le monde va intégrer de l'IA dans ses process. On a vu que ça marchait en 2025, ça marchera encore mieux en 2026, etc. etc. T'as pas peur d'une... Bon, ça sort un peu du sujet, mais t'as pas peur d'une bulle là-dessus, ou finalement, bon, ok, enfin, moi je reste dans le spectre social listening, mais des gens qui intègrent des rapports géo ou des rapports ChatGPT, etc. dans leurs analyses, il y en a de plus en plus. Parce que globalement, ça intéresse énormément les comex, des grands annonceurs, etc. Il y a un sujet là-dessus, c'est que certains reprochent le fait qu'il manque certaines données. Exemple, des données quanti. On a beaucoup d'évolutions mois par mois, jour après jour, des requêtes stratégiques et des positionnements des différentes entités nommées. Par contre, je ne sais pas si tu partages ça, il y a encore des sujets qui ne sont pas accessibles par la nature même de ce que nous fournissent les principaux LLM. Et je trouve que ça crée parfois un effet déceptif. Je ne sais pas si tu l'as ressenti, toi. Je ne parle pas de Trajan, je ne parle pas de ça, mais plus en général. Ouais, tu vois. je comprends. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui arrive dans un grand groupe et à qui on demande priorise ce sujet d'analyse LLM, j'ai besoin de savoir exactement le nombre de personnes qui ont recherché ce sujet demain. Alors, avant de te donner mon conseil, je vais répondre aussi sur l'aspect bulle. Je suis d'accord. En fait, il y a des expectations, des attentes, pardon, qui sont tellement élevées. On peut dire... Allez, expectations, c'est pas mal. Allez, on dit expectations. On s'appelle Brandwatch, je peux dire expectations. Qui sont tellement élevées que forcément, il y a une bulle. Maintenant, moi, je vois à quel point ça a transformé ma vie pro, et à quel point l'usage de cette IA peut me faciliter la vie sur plein d'aspects. Je pense qu'il y a une c'est pas aussi... la bulle n'est pas forcément autant spéculative que ça. Elle
Elle s'appuie quand même et elle se base quand même sur du concret. Le fait que ça ait quand même beaucoup transformé nos vies. Maintenant, si on le rattache à la veille et au social listening, je pense que, comme tu disais, il y a encore des choses que l'IA ne peut pas comprendre aussi bien qu'un humain. Ou dans ses résultats, elle sera moins précise que si un vrai analyste et un vrai professionnel, un vrai expert avaient fait le travail. Donc on le dit ça depuis des années, et on parlait tout à l'heure évolution 2016-2019, il y a autre chose qui ne change pas. Il faut toujours de l'humain avec ta console, avec ta machine. Ça, je pense qu'on ne pourra pas dissocier l'expert et l'IA. Je ne me verrai pas confier à 100% une veille par l'IA. Peut-être en 2030, quand l'intelligence... je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais quand l'artificial intelligence générale, voilà, je crois que ça s'appelle comme ça, l'intelligence générale arrivera peut-être, mais pas pour l'instant. Et donc, ce que je conseillerais, à quelqu'un qui arrive dans un grand groupe et à qui on demande de prioriser la veille sur les LLM, je lui dirais, écoute, tu te prends un outil, tu te formes sur celui-ci, tu deviens expert de cet outil, parce qu'en fait, cette veille, va falloir que tu la fasses par toi-même pour vérifier les résultats, vérifier les biais, surtout éviter les biais. Sur des outils de social listening, on ne parle pas assez des biais, mais comme c'est des outils qu'on paramètre, c'est rempli de biais. Donc il faut faire attention. Je pense que les gens sont pas forcément au courant. Non. Si on te sort, il y a eu 100 000 publications sur ce sujet, juste déjà, parlons de la requête, parlons parlons des réseaux surveillés. Et ça, en vrai, c'est un vrai... c'est une vraie zone d'ombre, tu vois. Tu vois des études publiques qui sortent avec des plus ou moins des chiffres qui peuvent aller du simple au double selon les mots-clés utilisés, la période de temps analysée, etc. Exactement. Et si j'avais un message à passer aux directions, ne vous arrêtez pas sur un chiffre ou sur une virgule. J'en ai vu dans mon expérience, dans ma vie pro, j'ai vu des gens qui s'arrêtaient à la virgule, qui disaient attends, c'est 540 mentions ou 542, c'est pas la même chose. Je suis d'accord, les maths, on ne peut pas discuter avec, mais dans le social listening, il faut savoir que l'exhaustivité n'existe quasiment pas. Et que le plus important, et je crois que c'est Adrien qui en parlait dans un post, c'est de pouvoir filtrer sur ce qui a eu la plus grande résonance. Parce qu'en fait, c'est ça qui va faire ta réputation. C'est ça qui va faire que les gens ont vu ou pas vu ton post, ou entendu ou pas entendu parler de ton bad buzz. Donc, concentrons-nous sur les mentions qui comptent. Et ça n'empêche pas d'être quand même hyper pointilleux pour identifier tous les verbatim, parce que dans chaque verbatim peut se cacher une information essentielle ou un nouveau sujet à explorer que tu n'avais pas vu. Donc il faut faire les deux, c'est pour ça qu'il faut des experts. Il faut à la fois aller le plus loin possible et en même temps ne pas chercher l'exhaustivité à tout prix, rechercher le concret et un peu le réel, quoi. Et sur le métier d'analyse social listening, par contre, là, il y a un vrai changement. C'est-à-dire que, historiquement, je pense que le meilleur analyse social listening, c'était celui qui faisait la requête booléenne la plus rapidement et plus efficacement possible. Alors ça, pour le coup, c'est vraiment challengé. Là, aujourd'hui, c'est vraiment... c'est plus du tout ça, quoi. C'est un travail qui est... Et je trouve ça très bien, personnellement. C'est un travail qui est vraiment facilité par l'IA. Et je trouve que la valeur... à date, c'est plutôt la capacité de restitution, la capacité de storytelling, la capacité à aller sélectionner les bons insights, à les remonter sans rougir face à un comex qui est habitué plutôt à des études d'opinion classiques, type sondage. Donc moi je trouve ça intéressant parce que tu as commencé finalement, chez Webel, t'étais consultant comme analyste, quoi. Chef de projet / consultant et analyste. Je faisais aussi des études. J'avais un poste un peu hybride. Et donc, j'ai mis la main dans le cambouis. Et c'est vrai que, pour rebondir sur ce que tu dis, moi, je pense que c'est une des plus grosses erreurs de la part des gens qui prennent un outil de social listening, c'est de penser que... c'était surtout de penser que l'outil, une fois paramétré, il allait nous donner tous les résultats qu'on en attendait. Non, il y a eu ce truc effectivement de dire si j'ai une excellente requête, je vais pouvoir avoir des excellents dashboards, ça peut être vrai, mais aujourd'hui on voit bien que une requête, ça peut se faire, c'est très démocratisé maintenant. N'importe qui presque peut faire une requête. Il suffit de demander, c'est comme les prompts en fait. Il suffit de demander à une IA de te faire un prompt. Elle sait aussi bien faire des prompts qu'elle sait faire des requêtes. Après, un spécialiste pourra te dire si la requête est vraiment bien faite ou pas. Donc il ne faut jamais non plus copier-coller une requête comme ça. Mais
La plus grosse erreur, c'est de pas avoir quelqu'un derrière pour aller gratter l'information dans ton tableau de bord, d'aller lire, je sais pas, d'aller chercher des mentions, des nouveaux sujets, des nouvelles catégories de sujets qui sont chrysogènes, que tu n'avais pas vu, pas anticipé. Et toi, quand tu as commencé la veille, tu n'avais pas forcément des moyens illimités, enfin j'imagine. Ah non, complètement. Moi, j'étais solo. Enfin, Voilà, sur l'aspect... alors, c'est pas exactement ça. Tu vois, j'étais dans une cellule d'analyse du courrier présidentiel. Et il y avait un outil social listening, c'était Radarly, qui existait, mais il n'y avait pas de... Comment dire, pour plein de raisons, l'outil permettait pas d'avoir accès à certaines données ou à certains sujets. Et surtout, il n'y avait pas de personne dédiée uniquement à ce sujet. Ouais. On était un peu tous là à dire, tiens, voilà. Mon rôle, c'était de passer à l'échelle sur ce sujet. Et je crois qu'aujourd'hui, je les salue s'ils regardent cette vidéo, mais à la cellule data et analyse, tu dois avoir, sur la partie analyse numérique, tu dois avoir au moins entre 6 et 10 personnes. Enfin, je voudrais pas dire de bêtises, mais ça doit être un truc comme ça, quoi. Donc ça montre que ça peut être progressif, tu vois. T'es pas obligé d'arriver. C'est peut-être une erreur que certains font. Enfin, je sais pas si tu partages cet avis-là, mais... Je pense que c'est une erreur de se dire je vais mettre une personne pas formée, je vais lui mettre l'outil et je vais juste paramétrer une requête et puis normalement le travail sera fait. C'est pas exactement comme ça que ça marche. Il faut des experts qui s'intéressent, il faut y passer du temps, il faut investir ce temps-là parce qu'en fait les résultats ils vont arriver. Je pense que s'ils sont entre 6 et 10 aujourd'hui alors que vous avez commencé à 1 ou 2, c'est que les résultats étaient là. S'il n'y avait pas eu de résultats, il n'y aurait pas eu de croissance. Et on le voit de toute façon, si on prend des exemples phares que vous avez invités dans vos podcasts comme Orange ou la ville de Paris, c'est des mastodontes de communication. En e-réputation, ils ont des enjeux, on peut le dire, qui sont énormes. Eux, ils ont pris le parti, ils ont pris le parti pris, ils ont fait le choix, on va dire, d'avoir des vraies cellules data, des cellules de crise, et surtout, ils ont des analystes et des experts outils. Voilà. Et ils peuvent plus s'en passer aujourd'hui parce que je pense que les résultats sont là. Vous avez fait, il y avait une super vidéo où en fait on avait toute l'équipe de gestion des JO de Paris 2024 qui racontait comment ils avaient écouté les sujets. Mais un humain, il est capable de dire si un retard sur un métro ça va être important ou pas. Une IA, elle va avoir un retard, elle va t'alerter ou elle va te dire c'est un signal négatif. Alors qu'en réalité, à l'échelle de Paris, un métro en retard par rapport à une manifestation, par rapport à le rôle, je trouve que je suis hyper aligné avec ce que tu viens de dire, et je trouve que en plus de ça, le rôle de l'analyste, donc c'est d'avoir ce côté humain pour comprendre que le métro c'est important et que je sais pas quoi, ce sujet est moins clé, mais c'est surtout de le transmettre. Tu vois, je reprends l'exemple de l'Élysée, le fait que l'équipe soit passée de 1 à 2, puis de 2 à 3, puis de 3 à 4, etc. C'était pas parce qu'on faisait des meilleures requêtes ou qu'on analysait un peu mieux, c'est surtout que je trouve qu'on avait réussi, et c'est un très commun que je vois chez nos clients, quand il y a une évolution des usages on avait réussi à intéresser des personnes clés en interne parce que on trouvait le bon insight et surtout on arrivait à communiquer cet insight avec ce qui touchait vraiment notre interlocuteur, qui était très varié à l'époque, mais je veux dire si vous arrivez demain dans un grand groupe et qu'on vous dit lance le social listening, le fameux allez, débrouille-toi, voilà. Débrouille-toi, tiens, voilà Brandwatch, allez, maintenant, c'est à toi de le faire vivre. Je trouve que le premier sujet, c'est d'aller discuter avec tous les directeurs, tous les responsables de branche, etc. Et leur dire, c'est quoi ton enjeu, en fait. Une fois que tu sais ça, là, c'est tout de suite plus simple. Parce que tu vas pouvoir créer le bon dashboard pour la personne et venir le voir une fois par mois, une fois par semaine et lui dire, tiens, t'as peut-être pas vu ça, mais... il y a un sujet qui monte autour de la fourrure, il y a un sujet qui monte autour d'une communauté de cheminots qui s'exprime particulièrement. Enfin bref, à mon avis, c'est ça Ouais, c'est la transmission de l'information. C'est la captation, c'est la première partie. Déjà, faut bien la gérer. Et la transmission est tout aussi importante. Qui tu vas la transmettre, dans quel timing, et avec quels mots-clés, et en insistant sur quel sujet. À partir de quand tu dirais qu'un buzz devient un bad buzz ? Alors, en fait, ça dépend beaucoup de la taille de... En fait, si on essaie de se mettre à l'échelle de chaque entreprise, un bad buzz,
pas la même chose pour la SNCF que pour la petite start-up du coin, la petite boîte du coin. Un bad buzz, c'est déjà c'est comme un tsunami, c'est une vague. Donc déjà, c'est une explosion, une augmentation du volume de mentions, et pas seulement des mentions, parce que si c'était que les mentions, ça irait. C'est aussi la visibilité, la portée. Donc c'est un peu les deux combinés. C'est un pic de mentions, mais qui se transforme en pic de reach et de portée. Parce qu'en fait, ça va venir sur tes écrans, ça va venir sur l'écran du voisin, et tout le monde va le voir. Alors ça, c'est dans le cas où c'est vraiment, on parle d'une grosse boîte comme Leroy Merlin, on en a vu, par exemple, sur la fin de l'année dernière, on en a entendu parler. Le bad buzz, évidemment, c'est si c'est beaucoup de mentions négatives qui vont toucher, qui vont nuire à la réputation, qui vont toucher les valeurs de l'entreprise, et qui vont aussi heurter la sensibilité, je pense, des personnes qui vont lire la nouvelle ou l'annonce, enfin le buzz. Je pense qu'il y a un gros sujet de à quel point ça va être pris personnellement par la personne qui va lire l'info. Et je pense que le bad buzz, pour que ce soit considéré comme un réel bad buzz, il faut qu'il y ait des conséquences. S'il n'y a pas de conséquences, c'est juste une petite, c'est juste une étape comme toutes les entreprises vont en rencontrer sur les réseaux sociaux. Voilà, un petit flot de messages négatifs. En réalité, moi, je pense... C'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que si tu vois pas par conséquence, t'entends quoi? Conséquence business? Conséquence business, ouais. Je prends un exemple. Je pense, c'est mon avis, que le Leroy Merlin n'aura pas de conséquences business. Je pense, personnellement, que le Leroy Merlin n'aura pas de conséquences business à la suite de ce qu'on a vu sur l'année dernière. Donc, une publicité qui est apparue sur un site d'extrême droite. Parce que c'est pas eux qui le contrôlent, c'est pas vraiment de leur fait. C'est perçu comme tel. C'est perçu comme tel. T'as aussi le fait que ça soit... les appels au boycott, c'est une forme de protestation en ligne, mais on sait très bien que les gens vont pas soudainement arrêter leur chantier ou leur rénovation de salle de bain en passant par Leroy Merlin parce qu'ils ont vu l'info. Donc en réalité, est-ce que vraiment ça peut transformer le comportement d'un consommateur? Je suis pas sûr. Leroy Merlin, c'est la deuxième marque préférée des Français en plus, donc je pense qu'ils sont assez robustes pour passer au-delà de ça. Et puis tous les Français ne sont pas de gauche. Il y a une pluralité dans ce que pensent les Français. Donc en réalité, on ne peut pas dire que parce qu'ils sont apparus sur tel site qui n'est pas politiquement correct ou qui n'est pas politiquement partagé par tout le monde, ça va vraiment nuire à leur business. En revanche, je peux prendre un cas d'école de bad buzz qui a connu un effet boule de neige ou effet domino. C'est le cas du BHV. Ah. Ouais, le BHV, c'est... Le fameux. Ouais, je pense qu'on en reparlera encore dans plusieurs années. C'est un vrai cas d'école de mauvais timing, mauvaise communication qui a mené à des gros problèmes réputationnels. Je ne vais pas refaire toute l'histoire parce que déjà, je ne suis pas un expert. Il y a un super article de Forbes qui est sorti et qui en parle très bien. Et il y a une très bonne analyse Lichter qu'on mettra en Et une bonne analyse Lichter en plus. Donc j'ai lu les deux, mais pour autant, je ne suis pas un expert. Mais si vous voulez aller lire l'article de Forbes qui parle justement de comment l'impact business est passé devant la réputation. Voilà. Comment vouloir faire du business a entravé la réputation qu'avait le BHV. Le BHV, c'est une institution et on ne peut pas traiter un sujet aussi important à ce moment-là dans la société, donc en sachant tous les débats qu'il y avait sur la fast fashion, sachant que, si on regarde quelques études, on sait que 80% des Français sont favorables à une loi contre la fast fashion. Donc, annoncer l'arrivée de Chine au BHV, c'est pas une annonce qui est neutre déjà et qui peut être traitée à la légère. Je parlais des sensibilités, je disais que pour moi, un bad buzz, il faut que ça heurte les sensibilités, les valeurs. Là, on est en plein dedans. Le débat sur la fast fashion, c'est un enjeu de société, c'est un enjeu de valeurs. Donc, forcément, ça va heurter beaucoup de gens. Donc, l'annoncer comme ça, comme une décision business, comme ce qu'a fait le BHV depuis plusieurs années. En fait, le BHV ne va pas très bien financièrement, on le sait, mais c'est du business. Ils ont mis plein de choses en place depuis plusieurs années pour que ça aille mieux et je crois que leur chiffre d'affaires était en hausse, donc ça marchait plutôt bien. Leur décision business était plutôt bonne. Mais là, sur ce coup-là, ce qu'ils n'ont pas anticipé, c'est à quel point ça allait heurter leur réputation parce qu'il y avait trop d'enjeux autour. Et ils ont aussi, désolé pour eux, mais mal géré leur communication. Voilà, ils n'ont pas répondu assez vite. Je ne sais pas s'ils étaient prêts.
et même en interne. Je crois qu'ils n'avaient pas vraiment annoncé aux personnes qui travaillent sur place. Je crois que tout le monde n'était pas au courant que Shein s'installait au BHV. Et tout à coup, tous les vendeurs, les pauvres, ils se sont fait assaillir par des journalistes. Et en fait, ils n'avaient pas d'éléments de langage. Donc, tout ça, c'est l'effet domino, l'effet boule de neige. Et puis derrière, tu as en plus les faits d'actualité sur Shein qui vont venir tout de suite être rattachés au BHV. Alors que, les poupées. Exactement. Alors que c'est pas du tout. Voilà, le BHV n'est pas responsable de ça. Mais en fait, ils se sont rendus responsables en traitant ce sujet comme un sujet commercial et pas comme un sujet de société, un sujet qui est politique en fait. Et sur ce cas précis, c'est quoi le rôle de l'analyse social listing? À quel moment il doit intervenir et qu'est-ce qu'il est censé détecter ou pas d'ailleurs? Très bonne question parce qu'en fait, ça va reprendre un peu tout ce qu'on s'est dit avant. L'analyste, déjà, il va s'intéresser à la société. Quand on va voir des débats sur la fast fashion, l'analyste, il va se paramétrer des alertes, il va se paramétrer des requêtes sur ce que disent les gens sur les réseaux sociaux. Si on prend l'exemple de la veille du social listening, quel est le sentiment partagé par les communautés, que ce soit sur Reddit, sur d'autres forums, sur les réseaux sociaux, autour de la fast fashion? En paramétrant ça, on peut déjà savoir que ça fait débat, qu'on a des lois qui sont discutées à l'Assemblée, etc. Donc le premier rôle de l'analyse, c'est déjà d'avoir cette veille-là, et de suivre un peu c'est un peu l'électrocardiogramme, quoi, l'évolution des volumes dans le temps. Tu essaies de suivre quand est-ce qu'on en parle, quand est-ce que ça fait grand bruit. Ensuite, avec les nouveaux outils qu'on aura dans Brandwatch, dans Brandwatch, comme Trajan, tu vas aller écouter ce que demandent les personnes au LLM quand il s'agit de fast fashion, pour te renseigner sur le sujet des fast fashion. Loi sur les fast fashion, scandale fast fashion, enfin, tu vas essayer de mapper un petit peu tous les sujets autour de la fast fashion que tu peux retrouver sur soit le search analysis, donc les barres de recherche, soit sur les réponses que donnent les LLM. Et tu vas essayer de prendre le pouls, de savoir ce que les Français vont rechercher quand ils parlent de fast fashion. Est-ce que par défaut, ils en font une recherche qui est tournée un peu négativement? Est-ce qu'ils s'intéressent aux lois? Est-ce qu'ils s'intéressent aux conséquences sur l'écologie? Est-ce qu'ils s'intéressent aux marques qui font de la fast fashion? Qu'est-ce qu'ils recherchent en fait? Et je pense qu'en faisant ce travail d'analyste, on aurait facilement pu comprendre que c'est un sujet très sensible, que Shein, comme Temu, comme d'autres plateformes, Alibaba, etc., sont ciblées et reviennent très souvent dans le débat. Donc voilà, il y avait plusieurs signaux qui auraient pu faire comprendre que ça allait être explosif et qu'il fallait préparer une communication et pas le traiter comme un sujet business. Donc voilà, l'analyste, là, il aurait apporté la clairvoyance avant la crise. Ça ne veut pas dire qu'on évite la crise, ça veut dire qu'on la traverse avec clairvoyance et qu'on a préparé ces éléments. On a toutes les clés en main. On a toutes les clés en main pour la gérer. On ne va pas pouvoir l'éviter. On ne mettra jamais tout le monde d'accord. On a une décision business à prendre. Il se trouve que le BHV a rassemblé énormément de monde après la sortie, après cette annonce et après l'ouverture de Shein. Parce qu'en fait, c'est assez demandé par une partie des Français, même si bon, il y en a beaucoup qui sont contre, mais on va dire qu'en tout cas, les utilisateurs, les consommateurs de Shein en sont très satisfaits. Donc, a priori, ça peut paraître comme une bonne idée. En fait, tous ces gens qui sont satisfaits, on va leur donner un nouvel endroit pour consommer, et puis peut-être qu'ils vont aller dans les autres boutiques du BHV. C'était un peu ça la promesse. Vous allez passer par le BHV, vous allez avoir votre panier moyen comme si vous étiez en ligne, voire moins, mais vous allez faire vos courses ailleurs aussi. Donc ça, c'était un peu l'idée de base. Et en fait, voilà, finalement, on sait ce qui s'est passé. L'exclusion de la fédération je ne sais plus comment ça s'appelle, mais l'exclusion de la fédération des grands revendeurs, des grands commerçants, pardon, l'exclusion de la fédération des grands commerçants, d'autres enseignes historiques, Dior, qui quittent le BHV, voilà, tout ça. Est-ce que j'ai pas lu l'article dont tu parles, mais dans notre étude, nous on fait une grosse réflexion autour de la brand equity. Ouais. Je pense que c'est là le risque le plus gros, tu vois. Est-ce que tu vas augmenter les ventes? Est-ce que tu vas augmenter la perception sur les 2-3 mois qui suivent? C'est important, bien sûr, mais la vraie question, c'est quid dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, sur finalement ton actif de marque, qui est, pour ceux qui
qui découvre ça, qui est souvent la principale métrique surveillée par les marques qui ont un fort enjeu réputationnel. Par exemple, dans le luxe ou dans la mode, c'est la métrique qui est la plus regardée par les actionnaires. On peut regarder ça aussi sur le prisme des audiences, c'est-à-dire que c'est une question peut-être plus large, tu vois, que juste du social listening, mais si tu perds en positif, négatif, et que tu perds peut-être en audience, c'est-à-dire que le panier moyen de la personne qui porte un attachement fort au BHV va baisser parce que tu vas acquérir une nouvelle population, une nouvelle audience, une nouvelle clientèle, ça c'est très... ça peut vraiment changer de manière critique la valeur de la marque et avoir des répercussions business qui vont être très 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 longues et très difficiles à revenir. Moi, je trouve que le listening aussi a cet enjeu-là de pouvoir monitorer ces sujets de perception de marque et de valeur de marque sur le temps long. Et je pense que le rôle de l'analyse social listening aussi, c'est peut-être dans ces réunions de préparation, ça va être de montrer les risques sur cet actif, quoi. Ouais. Et c'est bien que tu parles de temps long parce que pour l'instant, on n'a pas le recul sur ce que concrètement le BHV a perdu, même si on peut le voir sur la fréquentation. Mais par exemple, sur Leroy Merlin, ça serait intéressant de le savoir aussi et de le voir et de l'analyser. Leroy Merlin, ils font un buzz là parce que il y a le chanteur, enfin plutôt l'acteur, un des acteurs préférés de la série Stranger Things qui se trouve qu'il a failli s'appeler Leroy Merlin, Leroy Merlin, qu'il a failli le choisir en nom d'artiste. Donc on voit comment... Et donc forcément, il a fait une vidéo, enfin bon bref, il y a eu toute cette communication ultra positive autour de Leroy Merlin qui a réussi à rattacher son image, déjà que c'est une marque qui est très appréciée, mais en plus rattacher cette image à un acteur qui est super en vogue. Bref, on voit que ça peut aller très vite. Pour Leroy Merlin, je m'en faisais moins. Pour le BHV, je m'en fais un peu plus. Donc ça serait intéressant d'analyser 2 marques ou 2 enseignes ou 2 institutions qui traversent une crise, comment l'une et l'autre vont évoluer sur des enjeux d'audience, de perception. Il y a plein de choses à analyser derrière. Et l'analyste, il a son rôle à jouer. Et même, là, on parle d'institutions. J'essaie de penser aux gens qui ont aussi des plus petites structures, qui n'ont pas ces échelles dont on est en train de parler. Mais même pour des plus petites boîtes, qui ont moins d'audience, qui ont forcément moins de buzz, c'est quand même important. Je pense qu'il faut gérer son entreprise comme Paris gère sa ville en social listening. Chaque entreprise est une petite ville avec ses sujets à elle, et qu'on soit petit ou grand, il faut tout mapper, tout répertorier, tout catégoriser, et tout écouter. Parce que tout compte. Donc, prenez des exemples de gens qui ont fait ça à grande échelle et essayez de le reproduire à votre plus petite échelle, mais faites-le quand même, quoi. Parce que les répercussions ne sont pas les mêmes en quantité. Enfin, si on compare ce qu'un tel perd en chiffre d'affaires versus ce que l'autre peut perdre en chiffre d'affaires, bien sûr, on ne peut pas comparer des valeurs, mais on peut comparer des conséquences. Donc, alors, tout compte, je suis d'accord avec toi, mais par contre, pour nuancer un peu, une boulangerie ne va pas investir dans un outil plus un analyse social listening. C'est quoi pour toi la taille à partir de laquelle ça devient vraiment critique, quoi? Je veux dire, bon, là, ça va peut-être temps d'investir. Je pense que la taille critique, c'est pas nécessairement une taille, mais c'est plutôt sur la réputation. Je pense qu'il faut pas que ce soit une boulangerie, c'est connu d'un quartier. Et on fait pas du social listening à l'échelle d'un quartier. À l'échelle d'une ville, ça peut suffire. Donc si on est une enseigne connue à l'échelle d'une ville. Maintenant, je pense qu'il faut quand même une certaine renommée nationale, à minima. Donc être plus présent dans plusieurs régions, faire que ce soit du B2B ou du B2C. Mais j'aurais pas de taille critique à donner. Je sais pas exactement. Je te pose la question parce que je t'avoue que j'ai pas la réponse non plus. Moi, je dirais à partir du moment où ta réputation est vraiment clé, quoi. T'as des marques, ouais. Je pense, et t'as beaucoup d'exceptions, mais en B2B, forcément, c'est moins prioritaire. Alors, encore une fois, plein d'exceptions, mais c'est moins prioritaire qu'une marque très, très, très B2C, hyper dépendante des grandes tendances et sur laquelle, s'il y a une critique d'un consommateur, ça peut faire vriller la marque. Forcément, là, on va prioriser. Ouais. Après, ça me fait poser une question, mais en B2B, c'est quoi pour toi
C'est important le social listening en B2B pour une entreprise B2B? Ouais, bien sûr. Après, on a plus de questions. Les gens se questionnent plus sur est-ce que réellement j'en ai besoin. Mais en fait, s'ils viennent nous voir, c'est qu'ils en ont besoin. Et ils le savent. Le plus dur, c'est de le prouver. Surtout en phase de démo, parce que t'es pas dans leur quotidien, tu connais pas forcément tous leurs enjeux, donc tu leur montres le potentiel. Le potentiel, ils le voient, mais ils ont souvent du mal à se projeter avec. Et on en revient à ce que je disais, quelle est la plus grosse erreur? C'est pas avoir de cellules, penser qu'on peut traiter le sujet comme... Enfin, qu'on peut effleurer ce sujet, qu'on peut juste prendre un outil sans forcément trop le paramétrer ou sans forcément avoir d'équipe qui va faire le travail tout seul. Donc, non, je pense que s'ils viennent nous voir, c'est qu'ils ont ce besoin, mais ils n'ont pas forcément les ressources humaines pour s'en occuper. Et c'est là que, par exemple, nous, et peut-être qu'il y en a d'autres qui le font, mais on ajoute forcément, enfin on propose en tout cas, une partie service qui va avec. Toi, tu le fais aussi tout le temps, tu vois à quel point l'outil plus le service. En fait, le service, il permet de bonifier ton outil. Donc, si tu sais pas comment en faire, mais que tu sais que t'en as besoin, que tu sois en B2B ou en B2C, fais-toi aider, quoi. Fais-toi aider d'experts, je pense que c'est un peu le meilleur conseil que je pourrais leur donner. Et ceux qui font du B2B, on leur montrera que, si, ça peut leur être utile. Encore faut-il, comme tu dis, avoir des enjeux réputationnels. Après, il n'y a pas que les enjeux réputationnels, il y en a plein d'autres. Ça peut être juste vérifier un peu les performances de ses contenus, de ses campagnes. Ça peut être faire du share of voice, tout simplement, en fait. Beaucoup d'acteurs B2B qui font du share of voice, en fait. Est-ce que mon concurrent, on parle plus de lui ou il fait plus parler de lui? Et parce que ça peut avoir un impact business. Donc, ouais, il y en a pour le B2B aussi. Tu aurais une ressource ou un livre, une vidéo en lien avec le listening qui pourrait intéresser notre audience? Alors, le listening, les sujets qu'on porte collectivement. Ouais, alors ça fait un peu faillot, mais franchement, audience first. Oh non, dis pas ça. Je te promets. Je te promets. Mais oui. Non, mais regardez en fait, cette vidéo, du coup. C'est pas pour. Comment dire? Il y a peu de ressources en fait sur le social listening. C'est ça qui est bizarre. Alors, ça, pour moi, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Ouais. Et une chaîne YouTube ou un podcast qui vulgarise le truc, qui invite des experts, c'est très rare. Enfin, franchement. Puis il faut vraiment s'y intéresser. Il y a peu de gens. Enfin, en fait, le truc, c'est que le social listening est quand même un petit milieu où beaucoup de gens se connaissent. Et donc, c'est facile de rencontrer des gens et d'échanger, mais c'est jamais partagé comme ça l'est là en ce moment. Donc, il en faut plus. Il faut pas travailler trop dans son coin. Je pense qu'il faut faire comme ça, essayer de partager sa connaissance et puis que ça arrive à d'autres. Mais j'ai pas vraiment de ressources autres que ça à conseiller en réalité. Appeler des outils directement, demander des démos, poser-leur des questions sur comment ça évolue, et puis même des questions de débutants. En fait, moi je fais plein de démos. C'est quoi la question de débutant qui revient, qui te fait un peu sourire? Moi j'en ai un si tu veux, on peut faire un bingo. Là, ouais, vas-y. Moi j'en ai une, hein, mais... Moi j'en ai une qui revient tout le temps, c'est ma cible est pas sur les réseaux sociaux. Ah, ok. C'est pas vraiment une question, mais c'est une objection. Disons. Ouais, ok, une idée. Ça, tu réponds quoi à ça? Elle est peut-être pas sur les réseaux sociaux, mais déjà je lui demande, si je connais son secteur, je vais lui dire, ok, c'est quoi pour toi un réseau social? Est-ce que par exemple les blogs, tu les as déjà considérés? Est-ce que les sites d'avis, tu les as déjà considérés? Parce que je suis persuadé que si quelqu'un ne parle pas sur Twitter, il a peut-être déjà laissé un avis sur Trustpilot. Ou il y a peut-être une communauté sur Reddit, un forum qui s'appelle les meilleures crèmes ou les meilleurs gels pour les cheveux. Et en fait, là-bas, ils sont pleins à donner leur retour d'expérience. Et peut-être pas qu'ils vont peut-être pas le faire sur les réseaux sociaux, mais en fait, est-ce que tu as vraiment exploré tes communautés? Ou est-ce que tu t'es juste dit, je vois rien sur Twitter, je vois rien sur Instagram, et du coup, je pars du principe qu'il n'y a rien. Donc, j'essaierai de lui montrer qu'en fait, il y a les réseaux sociaux, mais il y a aussi plein d'autres sources. Et maintenant qu'on a la recherche sur les LLM, la recherche sur le search,
je lui dirais, mais ok, est-ce que, peut-être que t'es pas mentionné à chaud sur les réseaux sociaux, mais peut-être qu'à froid sur les moteurs de recherche, les gens, mine de rien, ils vont taper ton nom, ou ils vont recevoir des réponses de LLM qui te citent, parce que t'es quand même une référence dans ton secteur. Et ça, il faut que tu le saches. Donc voilà, je répondrai ça. Non, moi, les questions que j'ai de base, c'est je sais pas ce que c'est une requête, ou quelle est la différence entre une requête et une catégorie, ou ça va être un peu plus technique, parce que quand je présente la plateforme, forcément, il y a des petites questions techniques comme ça. Et donc, j'explique le langage booléen, des choses comme ça. Ça, c'est voilà, le niveau débutant, c'est quelqu'un qui a peut-être jamais fait une requête booléenne. Mais si tu veux, moi, j'ai une vision du social listening, parce que j'y ai pensé avant de venir. Je pense que le social listening va être très lié à l'évolution des IA. Et aujourd'hui, le social listening se paramètre beaucoup à l'écrit, et les IA aussi, finalement. Mais les IA, maintenant, on peut aussi les utiliser en commande vocale. Et peut-être, là, je te fais un scénario à la Star Trek, hein, mais peut-être qu'à l'avenir, ta veille, elle sera gérée par des commandes vocales. Tu auras toujours un dashboard et un expert derrière, mais qui fera les commandes vocales et avec le bon langage, le langage d'expert, tout comme tu aurais un prompt expert. Donc c'est peut-être ça aussi le futur, c'est peut-être moins passer de temps sur comment je vais créer ma requête, comment je crée mon dashboard, mais plus je fais de la commande vocale et en fait j'ai une super intelligence, un super dashboard qui va me highlighter tout ce qui est primordial. Et voilà, c'est peut-être ça le futur du social listening, mais là je te parle dans un futur peut-être pas si lointain, mais... Bah écoute, merci beaucoup. Merci pour ton temps, merci pour cette discussion que j'ai trouvée vraiment intéressante. Bah merci pour l'invitation, c'était un plaisir. Et on se dit à très vite. Salut Antoine. Salut Nicolas. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de donner vos avis en commentaire, ça nous aide énormément. Et pour rappel, nous sortons une vidéo par semaine. À très vite.